D'aussi loin que je puisse m'en souvenir, j'ai toujours senti en moi un étrange paradoxe. Un paradoxe assez souffrant et mystérieux. D'un côté, je me sentais être comme une petite chose perdue dans l'univers, insignifiante, à la merci de tout, qui doit trouver et me battre pour faire ma place. Et d'un autre côté, je sentais parfois comme un potentiel à révéler, une puissance même à redécouvrir, à utiliser, à faire vivre dans ma vie. Et cet étrange paradoxe, finalement, ça a été comme un fil conducteur pendant toute ma vie. Un fil conducteur que je n'ai cessé de chercher à réconcilier et qui m'a amené à faire des découvertes tout au long de ma vie, à propos de moi, à propos de la vie. Et c'est tout ce chemin, finalement, qui fait même aujourd'hui le socle de mon activité professionnelle. Et du coup, à travers cette vidéo, je vais vous en dire un petit peu plus sur ce qu'a été mon parcours, sur les différents événements qui l'ont jalonné et qui m'ont permis d'en découvrir plus sur moi, sur la vie, et sur ce qui fait qu'à un moment donné, on peut réconcilier les deux aspects de ce paradoxe. Vivre une vie à travers laquelle on peut se sentir encore, parfois, effectivement, cette petite chose perdue dans l'univers, et en même temps, d'être reconnecté à ce potentiel que l'on abrite au fond de soi, cette puissance infinie, illimitée, que l'on est également. Alors de mon côté, ça a démarré dès ma naissance, parce que je suis arrivée comme un enfant, comme on dit, comme un cheveu sur la soupe. Je suis la troisième fille d'une fratrie donc déjà constituée de 2 filles, et il se trouve que à l'époque, mon père ne voulait pas de troisième enfant. Il avait peur de ne pas être en mesure financièrement d'élever un troisième enfant. Et il se trouve que mon père, en fait, nourrissait ce secret espoir depuis le démarrage, finalement, d'avoir des fils. Et donc, il avait 2 filles. Ce qui fait qu'en arrivant là-dessus, comme la troisième fille, troisième enfant non désiré, ça a été un peu compliqué pour lui. Et il se trouve que du côté de ma mère était en dépression à cette époque-là. Et donc, pour elle, c'était également finalement difficile. Elle s'est battue pour me garder. Mais en même temps, elle n'était pas dans une disposition, on va dire, psychologique, psychique, mentale, corporelle, etc., qui favorisait finalement mon arrivée. Donc j'ai très vite senti, comme n'importe quel enfant, je pense de façon très instinctive, que mon arrivée n'était pas désirée, qu'il allait falloir que je me batte pour mériter ma place et pour accéder à cet amour dont je pressentais sans doute dès le démarrage qu'il allait être essentiel à ma vie. Moi, je suis un petit modèle, on va dire, plutôt vulnérable, plutôt émotif, plutôt sensible, donc très loin des clichés de la partie femme forte, puissante et autres. Donc finalement, dès le démarrage, j'avais toutes les dispositions pour me sentir ce petit truc assez insignifiant, donc qu'on ne regarde pas forcément, qu'on n'aime pas forcément, et qui en plus se sent un peu perdu, parachuté dans ce monde. J'ai encore aujourd'hui cette impression d'être arrivée en fait comme dans un vaste grand échiquier dont il allait falloir que je comprenne les codes, les règles, et c'était pas gagné d'avance. Il se trouve que mes parents sont de la génération 1936-1939, et comme beaucoup des personnes de cette génération-là, pour eux, une vie réussie, c'était une vie à travers laquelle il fallait beaucoup travailler, faire ses preuves, il fallait mériter, il fallait faire beaucoup de sacrifices. Il y avait beaucoup cette notion de devoir. Il faut, je dois. Et ils ont fait ce avaient à faire à l'époque avec ce bagage-là, c'est qu'ils ont élevé leur fille dans cet esprit de « il va falloir que vous travailliez fort, il va falloir que vous fassiez vos preuves, il va falloir notamment réussir en essayant d'accéder à de bons métiers pour à un moment donné pouvoir vivre cette vie du mieux possible ». Donc faire tout ce qu'il faut faire dans un esprit très traditionnel, on va dire, le mariage, les enfants,
Bref, vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est vraiment cette impression de votre vie sera réussie si vous suivez les règles, si vous suivez les codes, si vous vous mettez dans le cadre. Et si, à travers ce cadre-là, vous faites en sorte d'avoir le bon métier, le bon salaire, pour un jour accéder à une retraite confortable et sécurisante. Et en même temps, il y avait aussi cet aspect de... ils étaient d'une classe ouvrière à la base, donc avec de leur côté déjà ce sentiment d'être... voilà, de devoir faire leurs preuves aussi, de devoir faire ce qu'on leur demandait, de ne pas déranger. Cette phrase-là, je l'entends encore de la bouche de ma mère qui a 86 ans maintenant. Voilà, ce truc de on doit faire ce qu'on doit faire sans déranger. Et du mieux possible, tel qu'on nous le demande. Comme dès le démarrage, j'ai très vite compris inconsciemment qu'il allait falloir que je fasse ma place et que je me fasse aimer, eh bien, je suis très vite rentrée dans les rails. Donc, j'ai été la bonne petite fille à l'école, j'ai cherché à obtenir effectivement les bonnes notes, j'ai réussi à décrocher les diplômes, puis ensuite j'ai réussi à décrocher les jobs qui allaient m'apporter du coup une forme de réussite, de capacité à montrer ce que j'étais capable de faire, à obtenir du coup le bon salaire dans des entreprises les plus sécurisantes possibles. J'ai très tôt rencontré mon conjoint qui avait finalement la même éducation, donc assez vite on s'est mis dans les rails, encore une fois. On a cherché à développer nos jobs, à accéder à de l'investissement, c'est-à-dire à avoir notre habitation, à devenir propriétaire. Et puis ensuite, c'est bien, on a développé la famille, donc 2 enfants qu'on a élevés finalement au démarrage dans ce même esprit très traditionnel. Donc trouver les bonnes écoles, à leur faire accéder aux activités extrascolaires, artistiques, sportives. Bref, le modèle classique de comment en fait mes parents voyaient une vie réussie. Donc avec cet esprit vraiment de voilà, je dois rentrer dans les cases, je dois faire mes preuves, je dois être la bonne, du coup la bonne petite fille, la bonne jeune fille, la bonne épouse ensuite, et je dois me mettre finalement dans une forme de continuité, c'est-à-dire faire en sorte que mes enfants soient éduqués de la même façon, avec le souci de la politesse, du respect, une forme de justice, ce qu'on peut appeler les valeurs traditionnelles. Et je me suis mise à fond là-dedans, en fait. J'y ai trouvé, je ne vais pas renier tout cet aspect-là, je m'y suis mise à fond et j'ai trouvé une forme d'accomplissement déjà à cet endroit-là, parce que j'avais l'impression de faire ce qu'il fallait finalement. De faire exactement ce qu'on attendait de moi. De remplir, encore une fois, les cases, de pouvoir cocher les cases d'une liste qui était finalement assez claire. Donc ça avait aussi ce côté assez rassurant finalement. Je pouvais me dire finalement chaque matin, ben, je fais ce que j'ai à faire, c'est ok, c'est très bien. Et dans je fais ce que j'ai à faire, eh bien j'ai plutôt des dispositions positives pour ça et du coup je réussis même plutôt assez bien. Il y avait une forme de satisfaction à cet endroit-là. Une forme de satisfaction, un côté rassurant, et ça pouvait me donner cette impression de je suis sur la bonne voie, et du coup, puisque je suis sur la bonne voie, les perspectives d'avenir sont également bonnes. Sauf que, il y a eu un moment donné, sur ce terrain-là, où il y a eu comme, malgré tout, au-delà des impressions extérieures qui semblaient être les bonnes, plus profondément, il y avait comme une impression de vide, une impression de, malgré tout, c'est pas complet cette sphère-là. Il y a une forme d'accomplissement, mais c'est pas complet. Et ce qui ressortait à l'époque, c'était, c'est fou parce que j'ai beau cocher finalement toutes les cases, eh bien il y a quelque chose en moi qui n'est pas heureux. Il y a quelque chose en moi qui me fait dire, c'est pas par là. C'est pas par là que se situe la vie à laquelle tu aspires beaucoup plus profondément. Regarde bien, sur le papier tout semble parfait, mais plus intérieurement, beaucoup plus profondément, quelque chose aspire à une vie différente.
Et c'était très subtil comme ressenti en fait. Parce que dans les faits, dans la vie au quotidien, je pouvais me faire embarquer par, les vacances, les RTT, les achats, le bonheur de partager quand même des moments avec les enfants, avec le conjoint et autres. Mais c'était très subtil, c'était comme une toute petite voix qui revenait dans les moments où j'étais beaucoup moins dans la course folle, par exemple, de la vie de tous les jours, dans les moments où j'étais seule face à moi-même, dans ces moments où je pouvais observer d'autres personnes autour de moi, qui semblaient rayonner de quelque chose que je savais avoir au plus profond de moi, mais pour autant que je savais ne pas rayonner. Il y avait à cet endroit-là cette petite voix qui me soufflait, qui me chuchotait. Il manque quelque chose. Tu te racontes des blagues en fait. Ça semble être parfait, mais en fait ça ne l'est pas. Et comme la vie est parfaitement bien faite, il y a eu à un moment donné une première sortie de route à laquelle j'ai pas échappé. Pour le coup, c'est venu me cueillir comme c'était impossible de passer à côté. C'était impossible de lutter. La première sortie de route, ça a été une rencontre en fait. J'étais mariée, j'étais fidèle depuis 15 ans, mais il y avait des frustrations qui étaient là, pour mon conjoint comme pour moi, qu'on pouvait pas, on pouvait pas louper. Mais néanmoins, on réussissait à se convaincre que bon, ben, c'était comme ça, il fallait faire avec. Ces frustrations, elles étaient sur l'aspect physique entre nous, l'aspect charnel et sexuel. Et il y a eu, à un moment donné, un homme qui est passé dans l'horizon et qui a tout fait s'écrouler à ce niveau-là. Qui m'a obligée, pour le coup, à ouvrir les yeux sur ce que je me racontais pour me maintenir dans la vie d'épouse parfaite, de mère parfaite, de femme parfaite. Ça m'a contraint vraiment à ouvrir les yeux là-dessus et à vivre quelque part ce que je ne m'autorisais pas à vivre. Il se trouve que, bah oui, cette personne, il y a eu une très très forte attirance mutuelle et le corps ne ment pas. Et pendant toutes ces années où je me racontais l'histoire de c'est pas grave, cet aspect-là est non prioritaire, on a constitué une belle famille, on a des beaux jobs, on s'entend bien, on se complète bien, on arrive à construire quelque chose de sympa tous les deux. Et bref, du coup, cet aspect-là, plus charnel, plus sexuel, bah tant pis en fait. C'est le détail de l'histoire. Il se trouve que la rencontre avec cet homme-là a tout bouleversé. Le corps ne ment pas et les désirs parfois sont tels qu'on ne peut pas y échapper. J'avais beau me raconter l'histoire que non, c'était pas bien, qu'il fallait pas, que j'avais pas été élevée comme ça, que la fidélité c'était important. J'avais beau essayer de me raisonner à cet endroit-là pour rester dans le cadre de mon éducation, mais il y a un moment donné, ça a été plus fort que moi. Et à cet endroit-là, la décision, elle a été loin d'être facile à prendre. Parce que c'est comme si, là pour le coup, j'ai été pour la toute première fois confrontée à mes conditionnements et à même tout ce judéo-chrétien qui nous imprègne, même si, franchement, j'ai jamais été croyante, j'ai jamais versé dans la religion. C'est pas ces aspects-là qui ont été difficiles à dépasser à cet endroit-là, mais quand même on est imprégné du judéo-chrétien, de tout ce qui est ça c'est bien, ça c'est mal, etc. etc. Et à l'époque, au moment où il a fallu que je fasse face à ce désir intense, brûlant, obligatoire presque à assouvir, eh bien c'est comme si le monde entier allait s'écrouler sur ma tête. Je me souviens très bien d'une fois où intérieurement j'ai été comme oh, mais si je franchis ce cap-là, mais qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Quelque part on va me punir, il va se passer quelque chose dans ma vie pour ce que j'aurais commis de mal en fait. C'était vraiment très fort, très, très dur à dépasser cet endroit-là. Et donc ça a été la première fois où j'ai été confrontée vraiment à ces conditionnements qui étaient les miens,
à ce ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça il faut, je dois, absolument. Et d'un autre côté, ben, j'ai pas le choix en fait, c'est plus fort que moi. Et je me suis retrouvée vraiment face à moi-même par rapport à ça, par rapport à cette décision importante à prendre, et par rapport à tout ce que ça pouvait du coup engendrer comme conséquence. J'ai été très consciente du fait que ben, potentiellement ça signifiait peut-être aussi la fin de mon couple, l'obligation de divorcer, l'obligation de prendre en charge ma vie avec 2 jeunes enfants qui avaient à l'époque 6 et 3 ans. Du coup, avec toutes les questions qui allaient de pair, est-ce que j'en serais capable? Est-ce que c'est ce que je voulais vraiment? Est-ce que au final, j'allais pas le regretter? Est-ce que c'était finalement la bonne voie? Mais c'était plus fort que moi, c'était impossible de passer à côté. Ça a été comme une vague à l'époque qui m'a complètement sortie des idées préconçues que je pouvais avoir de la vie et qui m'a obligée à, du coup, revisiter les valeurs qui étaient les miennes, revisiter le est-ce que je suis une si mauvaise personne que ça, si je franchis ce cap-là. Vous voyez, toutes ces questions finalement qui viennent à l'endroit de je pensais vivre cette vie sous cet angle-là et là je suis amenée à la vivre différemment. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Qu'est-ce que ça veut dire sur la vie? Et qu'est-ce que je vais être capable finalement de vivre derrière? Mais c'était d'une force telle que il est arrivé un moment où c'était impossible de passer à côté. Impossible. Ce que j'ai découvert derrière, ça a été bien au-delà d'une simple histoire comme ça charnelle. Finalement, ça a déclenché 8 années d'union libre dans mon couple. Donc, à travers cette histoire que j'ai vécue et que j'ai finalement décidé de dévoiler à ce qui est mon ex-mari aujourd'hui. Mais voilà, à l'époque, j'ai fini par lui en parler parce que une valeur qui m'était chère, c'était celle de l'honnêteté. Et il se trouve que je savais bien que il était frustré pour les mêmes raisons que moi. Et à un moment donné, j'ai décidé de lui partager ce que je vivais. Avec la possibilité du coup pour lui, soit de décider qu'on divorce, soit d'accepter de vivre en union libre. Donc on a vécu en 8 années d'union libre par la suite. Ça a ouvert finalement la porte à tout un monde caché, mais bien au-delà en fait de la sexualité. Ça a ouvert la porte à, mais en fait tu as des aspirations profondes qui te sont personnelles, indépendamment de tout ce qu'on t'a appris. Tu as une vie de femme à vivre sous l'angle de ce que tu es et non pas de ce que tu crois être. Et à cet endroit-là, j'ai compris pour quelles raisons finalement d'ailleurs, il y a quand même une grande vague dans ce monde de patriarcat, partout, à travers les âges, à travers les époques d'ailleurs. Pas seulement dans certains pays, et voilà, y compris en France, si on remonte à il n'y a pas si longtemps que ça. Il y avait beaucoup finalement le patriarcat avec vraiment une forme de soumission des femmes. Et j'ai compris pour quelles raisons finalement cette soumission s'était toujours opérée derrière, notamment avec la sexualité. Quand une femme se reconnecte à sa sexualité, à ses désirs, à ses aspirations, et qu'elle ose finalement vivre sa vie telle qu'elle l'entend, il y a à cet endroit-là effectivement une forme de puissance que l'on retrouve. Pendant les premières années du coup de cette union libre, c'est comme ça a été un petit peu comme un barrage. Quand l'eau est contenue depuis trop longtemps, trop fortement, au départ, lorsque le barrage cède, forcément, ça peut déclencher pas mal de choses. Parfois un chaos, parfois voilà, beaucoup de chamboulements. Donc pendant les premières années, mais il y a eu à la fois effectivement des discussions dans notre couple qui n'étaient pas si évidentes que ça, et puis d'un autre côté, il y a eu vraiment comme ce besoin, cette frénésie à un moment donné de me découvrir à travers cette vie-là, d'aller à l'exploration de ma vie de femme, de mes fantasmes, etc. etc. Et puis, comme n'importe quelle rivière qui retrouve son cours, au bout de quelques années, eh bien, il y a eu comme ok, bon, c'est bon. J'ai découvert ce que j'avais à découvrir à travers ce sujet-là. Et du coup, il y a eu comme un retour à la vie rangée,
comme une forme de l'eau qui coule de nouveau, sa rivière tranquille en fait. Et le deuxième événement qui est venu se rajouter derrière ça a été en 2016. Il se trouve que là, à cet endroit-là, il y a eu de nouveau un énorme chamboulement. Le corps ne m'entend pas. À l'époque, je vivais une vie, certes, où je me sentais beaucoup plus libre d'être femme, où j'étais même dans cette possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre, bref, de vivre une vie quelque part totalement épanouie, même entre une vie de famille qui me comblait profondément, et puis cette possibilité du coup de vivre mes désirs de femme par ailleurs. On pouvait dire qu'il y avait presque un équilibre de ce côté-là, encore une fois sur le papier en tout cas. Mais en 2016, ce que le corps a révélé, c'est qu'à un moment donné, je ne pouvais plus me tromper à l'endroit du travail. Ça a été le deuxième gros sujet qui a été ouvert dans ma vie. Il y a eu comme l'effet de « tu peux plus te mentir ». Parce que ça fait trop longtemps que tu vis à travers des jobs, des entreprises, une vie professionnelle qui finalement vient en lutte avec tes valeurs profondes. J'avais l'impression, en fait, parce que j'ai des dispositions intellectuelles, parce que j'ai des capacités à réfléchir, parce que j'ai des capacités à très vite finalement réaliser ce que l'on me demande, j'avais l'impression continuellement qu'on me volait ma tête pour la mettre à disposition de sujets, de projets et plus profondément de valeurs qui n'étaient pas les miennes. Et il y a eu un moment donné où ça s'est tellement vu que j'étais manager d'une équipe d'une dizaine de personnes. Et il se trouve que dans cette équipe, eh bien, malgré tous les efforts que je mettais à défendre les personnes qui travaillaient pour moi, pour qu'elles ne soient pas submergées de travail, qu'elles ne soient pas pressurisées de façon totalement injuste et injustifiée, eh bien, j'ai dû malheureusement constater que certains d'entre eux, malgré tout, franchissaient la barre du burn-out et je m'en sentais responsable à tel point qu'à un moment donné, ben, c'est moi-même qui suis partie en burn-out. Et ça s'est fait de façon, comme ça arrive assez souvent, à travers un événement qui a tout déclenché. C'était le 6 octobre 2016. Il se trouve que j'étais en train de prévoir un week-end avec ma belle-sœur parce qu'on avait beau avoir quitté les grandes vacances scolaires depuis peu de temps. On se sentait déjà fatigué, harassé de cette rentrée scolaire, de tout ce qu'on avait eu à faire pour mettre les enfants à l'école correctement, etc. Bref, tout ce que suppose la rentrée scolaire. Et puis on avait un job prenant toutes les deux, ce qui fait que dès le début de ce mois d'octobre-là, eh ben, on se sentait déjà fatigué et on était en train de réfléchir à un week-end qu'on pouvait vivre toutes les deux pour s'oxygéner un peu. Et il se trouve qu'au moment même où on parlait de ce week-end-là, je m'en souviens très bien, j'étais en journée de télétravail, donc je prenais un petit café, on était au téléphone toutes les deux, voilà, un petit café tranquille avant de démarrer ma journée. Eh bien, il se trouve qu'à un moment donné, elle a reçu un SMS de sa mère, lui disant qu'il se passait quelque chose de grave pour son père, que les examens médicaux qu'il venait de passer étaient très mauvais, qu'il venait d'apprendre qu'il avait un cancer, qu'il devait se faire opérer 15 jours plus tard, et qu'il avait 2 chances sur 3 d'y passer. Et il se trouve que du coup, elle m'a très vite dit, arrête tout, on s'en repart plus tard, je dois appeler ma mère. Et que du coup, dans cette interruption un peu abrupte, je me suis connectée à mon ordinateur de travail, avec l'intention du coup de me mettre au travail, tout simplement. J'abritais en moi tout un tas d'émotions complètement inattendues, en fait. J'étais émotionnellement très chahutée. Et quand j'ai allumé mon ordinateur, que j'ai vu les 6 heures de réunion sur les 8 heures de travail que j'allais devoir mener au moins, les 150 mails en latence à lire, les urgences dans tous les sens, les appels à l'aide par les petites... l'application de communication instantanée, ça a fait comme un électrochoc.
Il y a eu comme la reconnexion, mais très corporelle là pour le coup. D'un côté, la vie est une magie incroyable à vivre pleinement, parce qu'elle est courte, qu'elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Et d'un autre côté, cette fameuse question, mais moi, qu'est-ce que j'en fais tous les jours en fait? Comment je la remplis cette vie? Avec l'évidence sous les yeux de la remplir avec des choses qui finalement n'avaient aucun sens, qui étaient complètement à côté de la plaque par rapport à des aspirations que je pouvais avoir beaucoup plus profondes, avec cette évidence du coup de ne pas être sur la bonne voie, d'être à côté de ma vie et de griller des jours, des mois, des années, pourtant d'une incroyable préciosité. Du coup, ça a fait comme un électrochoc. Le 6 octobre 2016, je suis partie en burn-out. J'ai éteint mon ordinateur après avoir écrit un message à mes responsables en disant « Je ne vais pas bien, voilà ce qui m'arrive, je vais chez le médecin ». 10 jours plus tard, je suis retournée dans les locaux en me disant « Mais il faut quand même que j'y retourne ». Avec comme cette idée de « Mais non, mais ça va passer, c'est juste un coup de fatigue, ça va passer ». Mais sauf que 10 jours plus tard, j'y suis retournée. Je rasais les murs, j'étais une véritable serpillière. Mes managers étaient très inquiets pour moi. Ils m'ont mis d'ailleurs quelqu'un pour m'accompagner pendant toute cette journée-là. Pour, à un moment donné, être là, au cas où. Et je suis partie le soir même, je suis repartie voir le médecin. Finalement, ça a débouché sur 9 mois d'arrêt de travail, 3 mois de préavis non effectués, donc une rupture de contrat de travail. Et je n'ai jamais plus remis les pieds chez eux. Pendant toute cette période-là, ça a été comme, ok, il va falloir réapprendre à vivre. Je savais, j'étais dans l'incapacité de réfléchir. Mon corps était à bout de souffle. Il m'avait coupé toute forme d'énergie. C'est-à-dire, dès lors que je faisais des choses qui n'étaient pas adaptées, j'avais zéro énergie. Dès lors que je faisais des choses qui étaient sur la bonne voie, là, pour le coup, je pouvais retrouver un petit peu d'énergie. Donc, mon corps était ma boussole. Je ne pouvais plus faire des choses qui n'étaient pas en lien avec ce qui devait être fait véritablement. J'étais dans l'incapacité de penser et j'ai très vite compris qu'en fait, la seule possibilité pour moi de savoir ce qui devait être fait, c'était à travers de mon ressenti. Qu'est-ce que je sens qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je sens qui n'est pas bon pour moi? C'était un réapprentissage à cet endroit-là complet de finalement comment doit se faire comment je dois mener cette vie. Non plus avec ma tête, qui m'avait raconté l'histoire que je devais faire ci, que je devais faire ça, que je devais suivre ce qu'on m'avait dit de faire de la meilleure façon qui soit pour espérer un jour vivre une vie heureuse. Mais, non, en fait, toutes les réponses sont en toi. Toutes les réponses sont en toi à la seule condition que tu t'écoutes profondément, que tu te respectes profondément, que tu oses même un jour vivre ce que tu sais à chaque instant que tu dois vivre, y compris si ça va à l'encontre de tout ce qu'on t'a raconté. Il y a ce qu'on t'a dit d'un côté, mais il y a ce que tu peux vivre toi-même, par toi-même, si tu oses aller à la rencontre de ce que c'est, et si tu oses franchir le cap de le mettre en œuvre dans ta vie. Du coup, à cet endroit-là, j'ai très vite compris qu'en fait, les véritables questions, c'était qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Non plus comment je dois m'adapter à un système, mais comment je dois me révéler à moi-même ce que je porte en moi et voir comment le faire jouer dans cette vie. Comment le mettre en œuvre? Comment l'offrir au monde? J'ai très vite compris que du coup, le salariat n'était plus la voie possible, que ça faisait trop longtemps que je mettais sous le tapis le fait d'avoir un besoin de liberté tel que j'avais le besoin d'être dans la liberté de faire ce que je voulais, tel que je le voulais, selon le rythme qui était le mien. Donc il a fallu que j'ouvre assez rapidement la voie de l'entrepreneuriat, qui pourtant me faisait très peur, puisque mes parents n'étaient pas du tout issus de ce milieu-là. Et pour moi, la vie des entrepreneurs, c'était une vie de personnes soit qui connaissaient l'entrepreneuriat, avec même la vision d'une entreprise, genre avec des stocks,
des salariés, des problématiques bancaires et autres qui me semblaient très compliquées, très très compliquées. Donc c'était soit ça l'entrepreneuriat, soit la version profession libérale avec du coup effectivement des gens en entrepreneur solo, mais même de ce côté-là, je voyais pas trop bien finalement comment je pouvais être aller sur cette voie-là, puisque j'étais pas médecin, j'étais pas avocate, j'étais pas voilà, je voyais pas. Mais très vite finalement, quand on cesse de se mettre sur un chemin qui semble tout tracé, qu'on se retrouve dans cette période transitoire de vide, qu'on accepte enfin le silence et le vide, mais il se trouve qu'il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Et finalement, la porte qui s'est ouverte assez rapidement, ça a été celle de me rendre compte que je pouvais être finalement entrepreneur, mais entrepreneur solo en tant que coach. Et que je pouvais, même si j'avais 42 ans à l'époque, même si j'avais 42 ans, il était possible pour moi de reprendre des formations courtes et de mettre en œuvre cette vie sous cet angle-là. Et ça attirait aussi d'autres sujets. C'est-à-dire des sujets plus à l'endroit, alors non plus à l'endroit de la femme libre, libre de son corps, libre de sa sexualité, puisque ça c'était déjà un sujet quelque part que j'avais exploré et j'étais, on va dire, j'étais dans une forme de vie qui me satisfaisait déjà à l'époque, de ce côté-là, mais à l'endroit de la mère, de l'épouse que j'étais encore au sens familial du terme. C'est-à-dire, qu'est-ce que je ne m'autorisais pas à vivre en termes de limites à poser sur, ben non, je ne suis pas là forcément pour faire toutes les tâches ménagères. Il y a un équilibre un petit peu plus large à trouver. Est-ce que vraiment je dois tout sacrifier pour mes enfants? Ou est-ce qu'à un moment donné, je ne peux pas reconnaître que il y a les enfants, certes, mais il y a aussi la vie sans les enfants. Parce que c'était vraiment, vraiment quelque chose d'ultra important pour moi à l'époque. Les valeurs qui étaient les miennes, au-delà des valeurs au sens du travail, c'est-à-dire une forme de justice sociale, une forme de je dois faire des tâches qui ont du sens pour le monde, qui sont utiles pour le monde à long terme. Voilà, toutes ces affaires-là dans le cadre du travail, mais c'était les valeurs au sens plus large. Le respect des limites qui sont les miennes, le respect encore une fois, il y a la famille, mais ça ne peut pas tourner à l'endroit du foyer que autour des enfants, par exemple. Il y a un juste équilibre à retrouver partout, finalement. Donc ce burn-out, bien évidemment, a été l'obligation pour moi d'aller voir ce que je mettais sous le tapis en termes de réalisation sous l'angle professionnel. Est-ce que véritablement je veux passer 40 et quelques années de ma vie à remplir des press PowerPoint, à remplir des Excel pour finalement, à un moment donné, remplir les objectifs d'une entreprise qui ne sont pas les miens? C'est clairement pas les objectifs que je veux assouvir pour ma vie. Mais il y a également aussi sous l'angle plus personnel, sous l'angle familial, est-ce que j'ai pas des choses également à avoir de ce côté-là et à remettre des limites plus justes, plus respectueuses, également à cet endroit-là de mon rythme. J'en avais assez mon corps n'en pouvait plus de courir du matin jusqu'au soir entre la course à la maison pour lever les enfants, les habiller, les faire déjeuner, les amener à l'école, ensuite courir au travail, et puis le soir rebelote, les récupérer, faire à manger, les baigner. Je n'en pouvais plus de cette vie. Mon corps n'en pouvait plus, il n'était plus en mesure de prendre en charge à lui tout seul toute cette charge mentale, cette course effrénée. Tout ça pourquoi? Parce que je m'étais mise dans le rôle de une bonne mère, c'est une mère qui s'occupe de tout ça en fait. Je n'en pouvais plus, j'étais à bout de force, à bout de force. Et donc mon corps a été ma boussole à l'époque. Et une boussole salutaire, vraiment, pour le meilleur, même si ça a été extrêmement challengeant à vivre sur le moment, ça a été salutaire parce que ça m'a obligée. Et il était évident que je ne pouvais plus continuer comme je le faisais avant. Ça m'a obligée. Et donc ça a naturellement remis les limites là où elles devaient être depuis déjà bien longtemps. Et quand je vous dis ça, je ne dis pas que mon ex-mari était quelqu'un d'absolument mauvais, qu'il prenait pas du tout en charge, je lui remets pas du tout la faute sur lui en fait. Hein. C'est moi. C'est moi qui ne laissais pas la place à ça en fait. C'est moi qui, à travers mon comportement et les idées que j'avais, les croyances que j'avais,
était dans quelque part dans cette prétention que je faisais mieux les choses que lui et du coup, bah, clairement je portais la culotte à la maison, mais parce que je l'avais décidé, parce que quelque part ça remplissait aussi ce besoin que j'avais de me sentir être la bonne femme, la bonne épouse, la bonne mère, etc. etc. Donc la responsabilité était mienne à cet endroit-là, que de m'être mise dans cette course effrénée qui était finalement celle qui me mettait au tapis. Donc à partir de 2016, il y a eu ce burn-out qui a bougé les lignes dans le foyer et qui finalement a secoué aussi un petit peu cette vie de couple en union libre que l'on vivait encore ensemble à l'époque. Entre 2016 et 2018, eh bien, il y a eu à un moment donné effectivement plus de tensions, plus de pression liée au fait aussi que mon ex-mari s'inquiétait de savoir ce qu'on allait devenir puisque je n'avais plus le job sécurisant d'avant. Et ça a tellement bougé les lignes, à un moment donné, en 2018, on en a convenu tous les deux qu'il fallait que l'on divorce. Et c'était une règle entre nous, le premier des deux, qui à un moment donné disait « ben, faut qu'on arrête là », et bien l'autre acceptait la chose. Donc ça a été vécu comme « ok, c'est tout à fait normal ». À cette époque-là, donc j'avais compris que je devais devenir entrepreneur, j'étais en pleine reconversion, j'étais en pleine découverte de cette vie de coach que je voulais mener, de l'infoprenariat à l'époque, c'est-à-dire comment vendre finalement des formations, des méthodes en ligne via Internet qui pouvaient aider autrui. Bref, j'étais en plein dans cette période de refonte complète de ma vie à tous les étages. Et à l'époque, comme le formatage est puissant, les conditionnements sont puissants, ce que je peux voir à l'endroit où j'en suis aujourd'hui, c'est combien en fait j'étais déjà sur cette voie à aller vers des aspirations plus profondes, bien sûr, sur le quoi de ce que je voulais vivre, c'était déjà très présent. Je sentais que j'étais sur la bonne voie en devenant coach, et je sentais que j'étais déjà sur la bonne voie en accompagnant des gens qui étaient finalement la version de ce que j'étais peu de temps avant. Des gens qui étaient en crise de sens, des gens qui voulaient trouver leur voie professionnelle alignée, des gens qui étaient potentiellement en plein burn-out. J'ai cette force de caractère, de résilience et de capacité à remonter qui fait que assez rapidement quand même derrière, quand j'ai compris finalement quelle était ma véritable voie, assez rapidement je me suis refait une santé et du coup j'ai été en mesure d'accompagner ce type de profil. Donc à cet endroit-là, sur le quoi, j'étais tout à fait exactement à la bonne place. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui j'accompagne toujours des personnes qui ont ce profil-là, entre autres. Par contre, aujourd'hui, j'ai le sourire, parce que je me rends compte combien ce quoi, je le menais avec exactement les mêmes outils et la même façon de faire que ce que j'avais fait jusqu'à présent, qui était en marche forcée. C'est-à-dire, on détermine un objectif, on détermine ce fameux quoi, on précise les étapes pour le mettre en œuvre, et allez hop, on y va quand même en marche forcée, en mode « il faut, je dois », et en mode travail à fond, puisque par contre, ces valeurs-là ne m'avaient pas quitté. Donc c'est on y va à fond, on travaille à fond. Et l'idée, c'est d'avoir l'objectif le plus précis en tête pour dérouler le plan d'action qui va bien pour à un moment donné réussir. Donc entre, on va dire, donc 2016, 2018, le temps de me former, de me remonter, tout ça, 2018, j'ai eu quelque part mes premiers clients en tant que coach. De 2018 jusqu'à 2022, j'ai été sur cette voie-là. Marche forcée, et ça m'a réussi quelque part, hein, puisque j'ai quand même assez vite eu des clients satisfaits, avec lesquels j'ai beaucoup appris, je les remercie encore, et voilà, et j'ai développé plein de choses déjà à cet endroit-là. Jusqu'en 2022. 2022, il y a eu un autre événement qui a été un événement salutaire aussi, mais tout aussi chamboulant, qui m'a ouvert la porte sur des choses tout à fait différentes. Il se trouve qu'à l'époque, j'avais monté une formation en ligne à laquelle je croyais beaucoup, et encore aujourd'hui, quand je la réécoute, je me dis mais vraiment elle a des choses tellement puissantes à apporter, tellement importantes à apporter sur les gens qui sont en recherche de leur voie professionnelle alignée, que cette formation en ligne, j'ai envie qu'elle profite au plus grand nombre. Et à l'époque, j'avais mis les moyens sur la table pour réussir à la vendre de façon autonome sur Internet. Donc j'avais pris les services d'un copywriter, donc de quelqu'un pour m'aider sur la partie marketing, j'avais investi de l'argent dessus, j'ai investi énormément de temps
pour retravailler à l'époque mon site internet, pour retravailler la page de vente, donc cette fameuse page qui est censée vendre la formation en ligne de façon autonome. J'ai travaillé avec lui le webinaire, mais j'y ai passé des heures et des heures et des heures, un webinaire à partir duquel j'espérais vraiment pouvoir du coup vendre cette formation en ligne au plus grand nombre pour qu'elle profite à tous ceux qui en avaient besoin. Et j'y ai investi tellement de temps, tellement d'énergie, avec tellement d'espoir derrière, que ce 22 septembre 2022, quand j'ai donné ce fameux webinaire, quand j'ai commencé d'ailleurs à imprimer les feuilles que j'avais à préparer et à présenter lors de ce webinaire, rien que là, à cet endroit-là, je me suis dit que c'était mal parti. Parce que je m'en étais même pas rendu compte tellement j'avais la tête dans le guidon. J'avais 150 slides à présenter. C'était complètement aberrant. Et ce copywriter m'avait aidé, mais il n'avait pas, voilà, il avait pas tout regardé. C'était pas son rôle en fait. C'était moi qui préparais les slides du webinaire. Donc pareil, je ne l'en veux pas, mais je devais aller au bout de ma bêtise, forcément. Donc quand j'ai mené ce webinaire, j'ai transmis tout ce que j'avais à transmettre et comme j'ai beaucoup vraiment cet élan à chaque fois à donner le meilleur, bah là j'y suis allée à fond avec ce souci de perfection et autres. Mais quand il a fallu entamer les slides concernant la vente de cette formation en ligne, j'ai eu un blanc. Impossible pour moi de tourner les slides, comme je me suis retrouvée comme cette petite fille que je pouvais être quand j'étais à l'école, où je devais faire une présentation d'un livre ou quelque chose de ce genre-là, et où j'étais mais en état d'impossibilité de le faire, un blanc complet. Donc, tout ça pourquoi? Parce que le marketing, ça n'a jamais été ma tasse de thé, que je n'ai jamais aimé vendre, que j'ai jamais aimé prendre cette posture-là, et donc à cet endroit-là, le corps a dit stop, une nouvelle fois. Le corps a dit stop à tous ces mois que j'avais passés en marche forcée, à tous ces il faut, je dois, à tous ces c'est comme ça que ça doit se passer, à tous ces c'est comme ça que je vais enfin vivre ma meilleure vie, vraiment une vie où je vais enfin pouvoir donner tout ce que j'ai à donner de façon même sans que j'ai besoin d'intervenir, de façon autonome, en ligne, etc., etc. Bref. Le corps a dit stop à tout ça. Donc j'ai clairement dit pendant le webinaire, je suis désolée, en fait les dernières slides que j'avais présentées, vous voyez bien que là pour le coup c'est complètement aberrant ce qui se passe, mais voilà, en toute transparence, voilà, je n'arrive pas à terminer ce que j'avais préparé à vous transmettre, qui a trait à la vente de cette formation. Donc voilà, merci, en gros, merci, au revoir. J'ai dû refilmer la séquence en mode toute seule pour avoir quand même un webinaire à poster sur les réseaux sociaux. Et derrière ça, je me suis totalement effondrée. Tous les espoirs que j'avais mis, toutes les attentes que j'avais mises derrière voilà l'objectif, voilà le plan d'action, voilà comment tu dois bosser, voilà tout le temps que tu dois mettre, etc., etc. Et bien quand je suis arrivée au moment de réaliser concrètement ce que je m'étais imaginé dans la tête, et bien quand j'ai vu que j'y arrivais pas, je me suis effondrée. Et ce qui a suivi ce soir-là a été totalement inattendu. Parce que je me suis effondrée littéralement, effectivement, encore une fois, corporellement, physiquement, émotionnellement, psychiquement. Le lendemain, j'étais encore une fois dans un mode très dur, très difficile à traverser. Et en même temps, dans les 2 jours qui ont suivi, il s'est passé un enchaînement de circonstances qui ont été totalement inattendues, puisque le samedi et le dimanche qui ont suivi, je me suis trouvée dans un élan profond à réécouter un livre qui s'appelle Le pouvoir du moment présent, d'Eckhart Tolle. Je l'ai écouté, en fait, il est en audio gratuit sur YouTube. Je l'ai écouté pendant tout le week-end, les 9 heures d'écoute. J'ai pas pu m'en détacher. Il se trouve que le lendemain, donc le lundi, je suis allée au Salon Zen avec une amie. Je me suis retrouvée dans un état de béatitude totale. Comme si le fait d'avoir lâché prise totalement, corporellement, psychologiquement, vraiment quelque part, il y avait quelque chose en moi qui disait je me rends, j'en ai marre, je me rends, je lâche les armes, j'arrête d'être en lutte, j'arrête de croire qu'il faut que je réfléchisse des choses, qu'il faut que je les mette en œuvre pour être heureuse, je lâche prise totalement, je me rends à la vie. Cet effondrement-là et cette abdication-là, finalement a déclenché ce que je n'aurais jamais cru possible, un état de béatitude totale.
de me sentir là pour le coup, mais en pleine fusion avec tout. Fusion totale avec tout. Dans un état de paix profonde, de joie profonde à cet endroit-là. Et comme la vie est particulièrement bien faite, qu'il n'y a jamais aucun hasard, il se trouve que dans les quelques jours qui ont suivi, je suis tombée sur une vidéo d'Olivia Sinet interviewant quelqu'un qui s'appelle Pierre Léry-Guillemet. Vidéo à travers laquelle il était mentionné la non-dualité, la réalisation du soi, des termes que je n'avais jamais entendus jusque-là. Mais en gros, la non-dualité est une voie spirituelle qui amène donc à la réalisation du soi, c'est-à-dire la réalisation de ce que nous sommes en essence profonde, à savoir le divin que nous sommes, divin incarné à travers une forme humaine. Et là, à travers ce que j'ai entendu de cette vidéo et à travers les recherches que j'ai faites derrière, j'ai compris au final que depuis toutes ces années, depuis aussi loin que je puisse m'en souvenir, finalement depuis quasiment presque ma naissance, ma toute jeune enfance en tout cas, finalement, ce qui se cachait derrière ma vie, c'était une quête existentielle, une quête qui cherchait à répondre à deux questions essentielles. Qui suis-je? Qu'est-ce que la vie? Et j'ai pu voir et comprendre combien finalement tout ce que j'avais vécu pendant toutes ces années n'était pas là pour que j'atteigne un objectif quelconque, un instant T, un objectif précis, mais était là pour finalement me faire traverser tout un tas d'expériences qui finalement m'aidaient progressivement et toujours plus à me révéler à moi-même la réponse à ces questions. Qui suis-je? Qu'est-ce que la vie? Il y a eu comme déjà un démarrage de réconciliation du paradoxe que je vous ai évoqué au tout début. Le paradoxe entre il y a quelque chose en moi qui se sent une petite chose fragile perdue dans cet univers sous un angle très vulnérable et presque insignifiant, et d'un autre côté, il y a une forme de vérité à laquelle j'accède de temps en temps, un pressentiment plus profond d'une grande puissance, d'un aspect plus illimité, une grande puissance, quelque part également en moi, un potentiel à révéler. Finalement, à travers cet effondrement que j'ai vécu juste à la suite de ce webinaire entre guillemets loupé, et bien finalement, ça a été une grande clarté sur ce que je cherchais véritablement à travers tout ça, et sur finalement cette réconciliation. Je suis la vie qui se vit à travers une forme au potentiel unique. Je suis cette vie infinie, puissante, intelligence de tout l'univers, qui s'explore, qui s'expérimente, qui se découvre, qui se goûte même, à travers une forme unique, un potentiel unique, un prisme unique à découvrir, à utiliser, à faire vivre, à révéler pleinement. J'ai eu comme cette fenêtre qui s'ouvrait finalement à travers ces moments de béatitude. J'ai compris que là, je touchais du doigt quelque chose qui était beaucoup plus large que ce que j'avais jamais imaginé vivre. Et comme ça n'a pas tenu dans le temps, cette impression, ce fort sentiment de béatitude, de plénitude, eh bien, je me suis transformée en chercheuse spirituelle. Pendant les 2 années qui ont suivi, j'ai cherché à en savoir plus, du coup, sur cette voie de la non-dualité, sur ce qu'elle invitait à trouver. Et du coup, pendant 2 ans, j'ai vécu un certain nombre d'ouvertures de conscience qui m'ont amené cet incroyable émerveillement sur la beauté de la vie, la magie de la vie, au-delà de toute forme de difficulté qu'elle peut nous faire traverser. Ça a été plein de portes ouvertes, plein de fenêtres qui se sont ouvertes à travers des expériences mystiques, à travers des choses qui se révélaient à moi dans ma propre vie.
en 2024, sans qu'il y ait de date particulière, mais j'ai senti à un moment donné qu'il n'y avait plus besoin d'être en recherche de quoi que ce soit. À l'endroit de 2024, il a été vu qu'au final, même à travers l'éveil spirituel, il n'y a pas encore une fois d'objectif à atteindre. Comme quand je le vivais sous cet angle-là, du genre, il y a un job à atteindre, il y a une maison à obtenir, il y a un couple à constituer, il y a des enfants à avoir, il y a, bref, toutes ces choses-là que je pouvais voir dans la vie très terrienne, avec lesquelles j'avais joué pendant des années. Eh bien, sous l'angle spirituel, en 2024, il a été vu aussi qu'il n'y avait pas d'éveil à vivre. Que, au fond, finalement, il n'y avait qu'une vie à vivre pleinement, en acceptant du coup tous ces remue-ménages, et que finalement, quand je dis il n'y avait qu'une vie à vivre, ça se traduisait également par mais il n'y a aucun objectif à atteindre du tout. Et ça paraît peut-être un peu bizarre à dire comme ça, et ça peut paraître non concret comme ça au premier abord, mais en fait ça l'est totalement. C'est-à-dire que quand on comprend ça, notre vie tout entière, notre façon de l'aborder change. On comprend qu'il n'y a jamais aucun objectif en particulier qui finira par nous rendre heureux. Mais que l'idée, c'est de trouver le bonheur à chaque journée qui passe, telle qu'elle se présente, en acceptant de vivre totalement la vie telle qu'elle se présente. Et ça ne veut pas dire à cet endroit-là, par exemple, d'arrêter toute forme de changement ou de modification de notre vie. Non, au contraire. C'est d'être dans une telle fusion avec la vie elle-même, d'être tellement dans le flot de cette vie elle-même, que s'il y a à un moment donné besoin de changement, s'il y a, comme on dit, élan à changer, eh bien on suit l'élan à changer. Y compris si c'est un élan sur lequel notre tête peut ramener les « mais n'importe quoi, mais tu te rends compte les risques que tu vas prendre, et qu'est-ce qui va se passer si tu fais n'importe quoi, les gens que vont-ils en penser, etc. etc. » C'est-à-dire qu'il y a reconnaissance de... Il n'y a pas un drapeau à poser quelque part sur une montagne qu'on aurait enfin réussi à gravir, mais il y a tout un chemin à vivre, et à travers ce chemin-là, se laisser porter par la vie elle-même que nous sommes, qui nous guide à chaque pas, pour vivre cette vie pleinement, telle qu'elle se présente. Vous voyez l'idée ? Il n'y a plus d'objectif défini à partir duquel on serait enfin la version heureuse de nous-mêmes. Il y a une vie qui se vit chaque jour, toujours plus, avec des moyens qui sont finalement les objectifs qu'on mettait à la vie. Alors c'est trouver sa voie professionnelle alignée, c'est trouver le conjoint de ses rêves, c'est bâtir une vie de famille heureuse, épanouissante. Tous ces aspects-là sont vus à cet endroit-là comme les moyens finalement qui me sont donnés pour vivre cette vie pleinement, me découvrir à travers tout ça pleinement, et voir jusqu'à quel point je peux me défaire de tous ces paquets qui m'ont été transmis, qui finalement sont totalement inutiles pour vivre cette vie en grand. Donc j'accompagne toujours, moi pour ma part, des personnes qui viennent à moi avec ce sujet, trouver sa voie professionnelle alignée. On joue le jeu de la vie au final. La formation en ligne que j'ai toujours actuellement mise en vente, elle vise déjà finalement à exactement vivre ce qui doit être vécu à travers cet objectif, trouver sa voie professionnelle alignée, mais avec la subtilité de ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas une fin en soi en fait. C'est un chemin, c'est un moyen. Donc aujourd'hui, j'accompagne vraiment les personnes qui ont cet appel fort à redécouvrir le véritable mystère derrière la vie au final, qui est celui de se découvrir, de s'expérimenter et de vivre sensoriellement, émotionnellement, et y compris intellectuellement également, finalement le jeu de cette vie. On sait que ce n'est pas le job qui va nous rendre heureuse, le conjoint qui va nous rendre heureuse, l'appartement, le fait d'avoir un compte en banque rempli et autres, mais que on redécouvre que en se mettant dans la quête de ces objectifs-là,
finalement, ça oblige à traverser, à retraverser les conditionnements qui ont été les nôtres pour progressivement alchimiser le tout, transmuter le tout, se défaire de ceux qui n'ont pas lieu d'être et vivre finalement la révélation de ce que nous sommes. C'est ce qui j'ai tendance à dire aujourd'hui, la période que j'ai vécue à travers cette libération sexuelle, ça a été ma première voie d'éveil spirituel. Parce que à l'endroit où j'en étais à l'époque, j'étais tellement enfermée derrière un cadre qui était la vie, ça doit être ça et pas autre chose, que lorsque j'ai été confrontée par la rencontre physique de cette personne qui n'a laissé aucun doute sur quels étaient mes désirs, mes besoins, eh bien ça m'a obligée, clairement, ça m'a obligée à re-questionner à l'époque quelles étaient mes valeurs, quels étaient véritablement les fondements sur lesquels je voulais vivre cette vie, qu'est-ce qui finalement était plus fort que tout dans cette vie. Et ça m'a obligée vraiment à réouvrir un questionnement sain pour moi, pour me mettre en chemin, pour me mettre en mouvement. Non plus dans un mouvement très superficiel du type « oui, il faut que je décroche un nouveau job » ou « tiens, il faudrait qu'on achète un nouvel appartement ». Mais ça m'a remis en mouvement à l'endroit de « mais c'est quoi tes aspirations profondes? Qu'est-ce que tu veux pouvoir avoir vécu à la fin de ta vie, véritablement? Est-ce que tu veux véritablement pouvoir dire à la fin de ta vie, tu as été la gentille petite fille? Est-ce que tu veux véritablement, à la fin de ta vie, récupérer un 10 sur 10? Tu as été la femme parfaite? Tu as été certes la femme fidèle, parfaite, au niveau des valeurs, au niveau de la morale, de la société, etc. etc. Est-ce que c'est ça que tu veux? Ou est-ce qu'à un moment donné, le risque, c'est pas plutôt à la fin de ta vie, avec ce 10 sur 10 coché, de te dire, mais en fait, je suis passée à côté de ma vie. Je suis passée à côté de ma vie au sens... je suis passée à côté de ce qui était véritablement là, présent pour moi, dans mes aspirations les plus profondes, dans ce que je savais que je devais vivre à un moment donné. Mais je ne me suis pas autorisée à le vivre. Et donc, à cet endroit-là, c'est une vie qui n'est pas vécue pleinement et qui, à l'endroit qui est le mien, vraiment, le mot qui me vient assez souvent, c'est gâcher. Gâcher cette merveille qui est la vie, qui est finalement un champ exploratoire total, sans aucune... où tout est possible pour s'expérimenter, véritablement. On a tout, toutes les opportunités, tous les moyens, toutes les ressources. Au XXIe siècle, on a tout, absolument tout sous la main, pour vraiment s'explorer. Par contre, effectivement, quand on ouvre cette voie-là, ça demande d'ouvrir les questions avec courage et de dépasser un certain nombre de choses qui sont, encore une fois, les jeux de nos conditionnements et pour les besoins du jeu que l'on est amené à vivre ici. On n'est pas venu là pour planter un drapeau et dire « ça y est, j'ai enfin obtenu mon appartement, ma maison, mon conjoint, mon chien, mon chat, mes enfants. C'est bon à ce titre, la vie est réussie. » Non. Si vous regardez bien plus profondément, c'est pas ça qu'on est venu faire. Ce qu'on est venu faire, c'est s'explorer à travers tout ce qui se présente dans nos vies. Et si vous regardez bien d'ailleurs, cette vie que nous sommes, qui se guide parfaitement bien à cet endroit-là, c'est très bien nous supprimer de nos vies ce qui doit disparaître pour qu'on s'ouvre à un mouvement plus large. Elle sait très bien mettre, comme ce webinaire que j'ai complètement foiré ce jour-là, elle sait très bien faire échouer ce qui doit échouer. C'est pas pour nous faire suer. On se guide à travers ça. Ce sont des cadeaux que l'on s'offre. Parce qu'à cet endroit-là, ça ne nous laisse plus le choix que d'ouvrir les sujets, les dossiers, les véritables questions à se poser. Et ça ne nous laisse pas le choix que de nous mettre en mouvement vers ce qui va finalement se révéler être le meilleur chemin. Le meilleur chemin au sens, non pas pour cette vie entière, de dire il y aurait un meilleur chemin plutôt qu'un autre. Cette vie tout entière, tout est bon pour elle. Encore une fois, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal à cet endroit-là. Mais il y a comme quand même ce chemin qui mène vers une forme de révélation de ce potentiel unique plus particulier que nous incarnons. Et à ce titre-là, à cet endroit-là, il y a bien une voie qui est, on va dire, plus en adéquation ou moins en adéquation avec ce potentiel-là. Et c'est à travers ça que l'on se guide. C'est comme le jeu du chaud-froid. Est-ce que tu chauffes là ou est-ce que tu t'éloignes et donc ça refroidit?
Tout ce que l'on vit dans notre vie n'est pas là pour nous faire suer. Ce ne sont que des cadeaux. Ce sont que des panneaux 4x3 qui vous disent c'est pas par là ou c'est par là. Donc voilà, une vidéo où je vous en ai dit sans doute effectivement un peu plus sur ma vie, mais pas tant pour révéler ce que j'ai pu vivre que pour vous montrer peut-être ce qui fait écho de votre côté. N'hésitez pas, si c'est une vidéo qui vous a semblé utile, à la liker, à la partager, à la commenter même. Je serais ravie de répondre à vos questions. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à participer aux lives que je propose assez régulièrement sur cette chaîne YouTube. Ce sont des lives qui sont en mode ouvert. J'arrive avec un sujet, mais je suis là pour vous, comme je le dis assez souvent, pour répondre à vos questions et vous éclairer de ce que j'ai pu connaître moi et de ce que j'ai pu comprendre à travers mon propre vécu de ce qu'est la vie. Et puis, si vous avez besoin d'aide, eh bien, plus largement, plus globalement, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet www.evelyndegersonoghes.fr. Vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo. Et voilà, et vous retrouverez sur mon site internet, eh bien, un site internet qui est à ce stade tel qu'il est, qui sera peut-être amené encore une fois à bouger, parce que la vie est ce qu'elle est, elle ne fait que bouger, elle n'est que mouvement. Mais en tout cas, vous y retrouvez également de façon plus utile peut-être pour vous, eh bien, les offres que je propose, les accompagnements que je propose, allant de cette formation en ligne jusqu'à des offres, on va dire, plus premium, d'accompagnement individuel sur plusieurs mois. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à tout bientôt, et voilà, bonne vie à vous.